Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours de débats et d'échanges avec des experts, des entreprises, des architectes, mais aussi des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum du patrimoine est organisée par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France. Cette émission est un préambule aux échanges qui se tiendront le 7 novembre prochain lors de la journée juridique du patrimoine organisée par la Fédération Patrimoine et Environnement. La 24e édition de ce rendez-vous sera consacrée aux normes et à leur impact sur le patrimoine. Je reçois donc le président de cette fédération, M. Christophe Blanchard-Dignac. Bonjour. Bonsoir, madame. Vous êtes accompagné de M. Gilles Alglave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Maisons Paysannes de France. Pour commencer cette discussion, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cette journée juridique du patrimoine ? Alors c'est un événement très important pour notre fédération, puisque mon prédécesseur, le bâtonnier Alain de la Bretèche, qui a créé cet événement il y a presque un quart de siècle, qui se déroulait au Sénat et était un juriste, comme son nom l'indique, puisque c'était le bâtonnier là. Et c'est l'occasion de débattre, mais très librement et de manière un peu impertinente, des sujets juridiques qui touchent au patrimoine. Donc j'ai l'héritage du bâtonnier Alain de la Bretèche, donc je dois continuer cette tradition. Je le fais avec beaucoup de détermination, de plaisir, et ça se passe à la Maison du Barreau. Il y aura beaucoup de juristes, beaucoup de jeunes juristes, puisqu'on remet un prix pour les étudiants qui ont fait le meilleur mémoire de droit du patrimoine. Donc c'est Madame Corinne Lepage qui remettra le prix, comme chaque année. Donc c'est un événement intéressant parce qu'il y a des vrais débats, des débats où on va parler des sujets de manière libre. Nous sommes une association, donc nous dépendons de personne, et nous sommes là pour servir le patrimoine et le servir, je ne dis pas que d'autres ne le font pas, mais de le servir de manière désintéressée parce que nous aimons le patrimoine et nous voulons qu'on parle de tout et qu'on trouve pas seulement des problèmes mais aussi des solutions. Donc il y aura comme chaque année, une veille parlementaire qui sera faite par la sénatrice Drexler, qui est une défenseure du patrimoine exceptionnelle, puisqu'elle est rapporteure du budget du patrimoine au Sénat. Il y aura une veille juridique, parce qu'il y a beaucoup de contentieux dans ce domaine. Il y aura des tables rondes, dont une, nous verrons Gilles Alglave, mon voisin, qui va être, comme d'habitude, à l'offensive et avec non seulement avec plein d'idées, plein de solutions. Et voilà, donc c'est un événement intéressant. C'est surtout l'occasion de discuter entre amoureux du patrimoine. C'était le thème de notre réunion d'hier. De sujets très sérieux, puisque c'est des sujets juridiques, mais avec un ton très impertinent. C'est en tout cas le style que mon prédécesseur, qui est hélas décédé, avait impulsé et qui a fait le succès de ces journées depuis un quart de siècle. Et alors, quel est le programme cette année ? De quoi va-t-on parler en particulier ? Je crois certains détails. Alors le programme, déjà, on aime bien être impertinent, comme je vous l'ai dit. C'est le patrimoine survivra-t-il aux normes ? Voilà la question. Une vraie question. Alors les normes, le patrimoine n'en manque pas. Encore que, je dirais que j'aimerais bien, notre association et toutes les associations du patrimoine, vous savez que très modestement, on s'est regroupé dans un organisme informel, quand je dis organisme, il n'existe pas, qui s'appelle le G7 Patrimoine. Donc le G7 Patrimoine est favorable à l'inclusion du patrimoine dans la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charte de l'environnement fait partie du bloc de constitutionnalité, mais il n'y a pas de charte du patrimoine dans le bloc de constitutionnalité. Pour nous, c'est un manque. Le patrimoine devrait être défendu au plus haut niveau de notre édifice juridique, parce qu'autrement, le patrimoine qui est dans le temps long est souvent, je ne vais pas dire malmené, mais en tout cas écorné par des préoccupations de temps court. Nous nous inscrivons dans la durée et il y a beaucoup de préoccupations politiques du moment qui font que le patrimoine n'est pas défendu toujours comme il devrait, parce que c'est une vision de temps long. Et le temps long, c'est pas forcément le temps du politique. Le premier point tendancieux qui va être abordé, je crois, c'est la question du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Alors d'une manière générale, on va parler de la norme, et le DPE en est une finalement.
hein, avec un référentiel, avec tout un tas de choses. Alors, il faut préciser les choses parce que les normes, tout le monde en parle. Et puis en France, pays démocratique s'il en est, on peut dire qu'on est sous la dictature de la norme. Il y en a tellement qui s'accumulent. Et puis tout le monde a peur quand on parle de normes. On ne sait pas aux normes, etc. Alors on parle beaucoup des normes sans savoir à quoi elles servent, quelle est leur valeur et comment on peut s'en servir positivement. Alors nous n'avons pas de choses négatives contre la norme, elle est nécessaire, nous pensons, hein, que ce soit la loi ou la norme réglementaire, ce qu'on appelle les DTU, les documents techniques unifiés. Tout ça a pour but en principe d'organiser la société dans sa complexité et de répondre justement à la complexité de cette société pour éviter tout ce qui pourrait se passer si on n'était pas dans, on va dire, un consensus qui organise les services, les produits, de manière à ce qu'ils soient le plus fiables possible et qu'ils correspondent le mieux aux objectifs qui sont poursuivis. Alors là, dans le domaine du patrimoine, on constate que le DPE qui a été produit suite à la loi climat-résilience, il a été dans l'urgence visiblement produit puisqu'il ne prend pas en compte les spécificités du bâti ancien, celui qui nous intéresse. 10 millions de logements hein, pour mettre des chiffres. Oui, un tiers du patrimoine bâti français tout de même. Voilà. Alors c'est d'autant plus important que ce bâti ancien qui représente quand même un pourcentage très important des bâtiments que l'on doit traiter compte tenu des enjeux climatiques avec lesquels on est tout à fait d'accord, économie d'énergie, bilan carbone, etc. C'est pas le problème. C'est que cette norme a complètement effacé la notion de patrimoine qui est défini par le bâti ancien, qui est lui-même défini par une statistique l'INSEE avec une date repère 1948. Il y a un avant et un après. Et jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où on se mobilise pour le dénoncer et pour le signaler, on ne parlait que des passoires thermiques. Voilà, en mettant tout dans la catégorie des passoires thermiques et, a fortiori, tout ce qui est ancien. Voilà. Et nous nous sommes dit, mais c'est pas possible de laisser faire les choses comme ça. Il faut absolument que les choses soient dites clairement et que l'on prononce les bons mots. J'ai dit devant la commission d'enquête qui a été ensuite, à l'initiative de Madame Drexler, constituée et qui s'est réunie et qui nous a écoutés, que ne pas nommer les choses était nier leur existence. Donc à partir de là, on a commencé à dire effectivement, il faut parler du bâti ancien et considérer que c'est une catégorie qu'il faut traiter à part. Donc on commence à rentrer un petit peu dans l'intelligence qu'on aurait dû avoir au début. Mais le chemin est encore long. Mais le chemin est encore long, mais on avance. On va... Il faut peut-être préciser qu'il y a une erreur de départ, c'est-à-dire que quand vous concevez un diagnostic de performance énergétique, DPE, uniquement sur la base de matériaux modernes, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez des matériaux anciens, issus de la nature toute proche, des pierres, du bois, du torchis, tout ça, vous marquez des mauvais points. Et à force de marquer des mauvais points, vous tombez inexorablement, car c'est une machine infernale qui s'accélère chaque année, vous tombez dans la catégorie des passoires thermiques. Et alors là, la solution qui est préconisée, c'est de mettre par exemple des isolants en polystyrène sur les façades. C'est une catastrophe. Voilà, donc c'est ça contre lequel nous nous sommes révoltés collectivement, 9 associations du patrimoine qui ont fait une lettre ouverte aux 2 ministres, grâce à Gilles Alglave, qui était le lanceur d'alerte, mais plus que ça, la tête pensante de cette alerte, et qui font bouger les choses. Nous pouvons vous dire en exclusivité que le ministère de la Culture est désormais dans la boucle de ce que pourrait être un diagnostic de performance énergétique, travaille avec le ministère de la Transition écologique la main dans la main, pour avoir un diagnostic qui soit adapté aux bâtiments anciens qui ne sont pas comme les bâtiments modernes. Alors Gilles va vous dire pourquoi ils sont différents. Alors donc, ce sont donc 2 catégories qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. On en a déjà parlé, je pense déjà à d'autres occasions hein, sur ces plateaux. Et il faut quand même le répéter, puisqu'en fait, enseigner, c'est répéter les choses. Donc moi, j'ai pas peur d'être dans la redondance.
il y a un bâti qui supporte mal le concept d'isolation. C'est le seul mot qu'on emploie aujourd'hui pour les économies. Il faut isoler. Or, le bâti ancien, il est tout sauf isolé. C'est déjà une première chose. Moi, je suis pour que le vocabulaire soit véritablement poussé dans son maximum de compréhension et de précision. Donc, le bâti ancien, on peut améliorer ses performances. Et là, on ne va pas parler d'isolation. Amélioration, ça veut dire qu'il en a déjà. Il a déjà des performances. Et nous l'avons prouvé scientifiquement par le projet de 2011, le projet Battant, bâti ancien, qui a été financé par l'ADEME, qui a été donc le travail des chercheurs avec Maison Paysanne, qui était partenaire du projet et qui a prouvé scientifiquement par des chiffres à l'issue de cette étude que ces bâtiments d'avant 48 étaient déjà largement performants sans qu'on fasse quoi que ce soit avant. Voilà. Donc ça, c'est un acquis. Mais c'est un acquis qu'on oublie vite. Et qu'il faut rappeler sans cesse, ces bâtiments, donc on peut améliorer leur performance à condition d'utiliser des matériaux qui ne remettent pas en cause leur principe de fonctionnement très sensible à l'humidité. Ça veut dire que les matériaux doivent permettre à la maison, avec ces matériaux, de gérer cette humidité. Il y en a toujours, elle est en équilibre et il faut que les matériaux qu'on utilise pour améliorer les performances thermiques de ces maisons soient perspirants. Ça, c'est le mot aussi qu'il faut comprendre. La perspirance, c'est une sorte de respiration, on va dire, du matériau comme l'épiderme, qui à un moment donné va jouer son rôle de protection et en même temps va jouer son rôle d'échange avec l'extérieur par rapport aux températures, par rapport à tout un tas de choses, où on est dans un environnement où ce sont les lois de la physique qui agissent et il y a de l'eau partout. On en génère beaucoup dans un habitat. En moyenne, une famille de 4 personnes, c'est ce qu'on dit pour faire comprendre les choses, c'est un seau d'eau, c'est 12 litres d'eau par jour qu'il faut éliminer. 4 personnes, 12 litres d'eau en gros, la respiration, les activités de la maison, la douche, etc. Et puis on est dans des maisons de plus en plus étanches aujourd'hui. Donc il faut éliminer, il faut évacuer cette quantité d'eau. Et si on a une approche qui n'est pas celle du bâti ancien, on va générer des désordres. Et forcément, on va générer des atteintes au confort des habitants, puisque ces maisons sont faites pour être habitées. Des atteintes au confort, c'est aussi des problèmes de santé, puisque l'humidité, ce sont les moisissures. Les moisissures, c'est la qualité de l'air qui se dégrade. On est dans un cercle vicieux. Donc on a véritablement tiré la sonnette d'alarme. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment, tout ça c'est du bon sens. Ça le semble en tout cas. Comment le bon sens n'est pas au milieu de la construction normative. Alors c'est un petit peu ça qu'on va essayer de développer au cours des journées juridiques du patrimoine. C'est un peu comment remettre l'église au milieu du village. Je veux dire, comment avoir une vision normative, une construction normative fondée sur le bon sens. Et la première caractéristique du bon sens, c'est déjà d'écouter ceux qui savent avant de prendre des décisions. Donc on aurait aimé que le diagnostic de performance énergétique fût conçu en ayant écouté un certain nombre de professionnels. Mon voisin, ici présent, est un formateur, c'est-à-dire qu'il sait des choses, donc il peut apprendre, même à ceux qui croient tout savoir. Vous parliez de vocabulaire tout à l'heure, Gilles. Est-ce que justement les diagnostiqueurs sont familiarisés avec les termes de perspirance Alors, les diagnostiqueurs, je les plains. Ils sont aujourd'hui en première ligne. Ce ne sont pas les responsables de la situation complètement ubuesque dans laquelle nous nous trouvons. Par contre, ce sont des cibles privilégiées pour les conséquences de cet outil qui a été mal pensé et sur lequel il va se passer ce qui est prévu. L'opposabilité, ça veut dire que si on n'est pas content du DPE parce qu'il n'a été pas bien fait ou les résultats sont remis en question, etc., ce qui ne risque pas, ce qui risque fortement d'arriver, le juge va mettre tout le monde, on va dire, à la loupe de l'examen des responsabilités qui peuvent être trouvées à un moment donné. Et le premier qui est placé, qui arrive, c'est le diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, il est très rapidement formé. Il est d'autant plus rapidement formé que le bâti ancien, le citoyen lambda n'est pas plus formé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de prise de conscience que c'est une culture que personne n'a, sauf les gens comme nous qui militent depuis des années sur le sujet, mais à qui on fait rarement appel quand il faut élaborer des référentiels de formation. Je dirais même surtout pas. Surtout pas. Alors, vous parlez de la formation des diagnostiqueurs. L'État nous a entendus. Quand on a lancé l'appel, l'État a entendu qu'il fallait qu'il agisse, qu'il fallait qu'il intègre la culture du bâti ancien dans la formation des diagnostiqueurs. Ça a été fait très vite, parce que là on peut agir par décret. Il y a donc eu un décret qui a permis très rapidement
dans le cursus de formation et dans les attentes de distribution, on va dire, de la qualification des diagnostiqueurs, on a intégré des QCM, c'est comme ça que ça s'appelle, tous les examens se font comme ça, qui intègrent le bâti ancien. Mais les résultats que je vois, moi, au vu de ce que je lis, et les gens du métier vous en parleront davantage mieux que moi, les gens qui défendent la profession, qui en font partie, vous diront que les taux d'échec aujourd'hui à cet examen tel qu'il est sont difficilement acceptables. C'est plus de 80% d'échecs. Alors il y a deux possibilités. Problème, ouais. Ça veut dire ou bien ceux qui passent l'examen sont complètement à côté de la plaque, Ce qui n'est pas le cas. ce qui n'est pas le cas, je pense, ou bien les QCM sont, eux, complètement à côté de la plaque, ce qui, visiblement, doit être plutôt le cas. Et là, je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore fait appel à notre expérience pour nous demander ce que l'on pensait de ces éléments référentiels pour justement valider une formation dans l'urgence, parce qu'on est toujours dans l'urgence, hein, en évitant de toujours créer des problèmes et de rajouter des problèmes aux problèmes. Parce que là, on n'en sort pas. Voilà. Alors, il y aura un représentant des diagnostiqueurs lors des tables rondes de la journée juridique du patrimoine du 7 novembre. Parce qu'effectivement, c'est important de mettre tout le monde en contact, que tout le monde puisse discuter, parce que on trouve souvent mieux des solutions quand on est ensemble. Voilà. Donc voilà, donc nous, on va profiter de cette occasion, je pense, pour peut-être expliquer qu'il faut que les textes réglementaires et les textes législatifs, qui sont nécessaires à la vie de la société en général, soient bien faits au départ. Tout simplement. Soit bien faits. Ça veut dire que les politiques ont un rôle, c'est à eux de jouer. Madame Drexler, moi je la remercie très sincèrement parce qu'elle a été très à l'écoute. Elle a véritablement porté la parole des associations et elle a réussi à convaincre qu'il fallait effectivement bouger et faire bouger les choses. Mais on n'est pas encore arrivé au bout du bout parce que ce DPE n'est pas encore, on va dire, né et bien né. On voit encore qu'il y a beaucoup de malfaçons, pour parler le langage du bâtiment. Hein. Pour donner un exemple parisien, puisqu'on est à Paris, le patrimoine haussmannien ne passerait pas le DPE. Donc tout le monde sait que le patrimoine haussmannien, c'est une catastrophe. Hein, et donc c'est une passoire thermique. Voilà, donc il faut à un moment donné arrêter de plaisanter. Il faut travailler sérieusement en associant les gens qui savent, pour trouver des bonnes solutions. C'est en cours. Dommage que ça n'ait pas été fait plus tôt. Donc ça, ce sera le premier sujet, je crois, de la table ronde de la journée juridique du 7 novembre prochain. Il y a un deuxième thème qui sera développé l'après-midi. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est un thème un peu plus compliqué, si j'ose dire, qui part d'une très bonne idée. C'est le zéro artificialisation nette, ce qu'on appelle le ZAN. Alors le ZAN, c'est une très bonne chose. Il y a peut-être un certain nombre de bétonneurs ne sont pas de cet avis, mais qui peut être contre le fait de conserver des espaces naturels, encore que des vrais espaces naturels en France, ça n'existe plus. Tous les espaces naturels portent la main de l'homme partout. Mais qui peut avoir cette idée ? Personne. Donc le concept de départ est excellent. Essayer d'éviter le mitage des campagnes, des zones rurales, par des constructions, et d'avoir un meilleur équilibre entre zones construites et zones naturelles. Quand on parle de là, tout va bien. Le sujet, c'est la manière de s'y prendre. Et le zéro artificialisation nette, c'est une norme générale. Or, les situations de chaque terroir, de chaque territoire sont différentes. Vous avez des villes en expansion, vous avez d'autres non, vous avez des histoires différentes, vous avez des géographies différentes. Et ce que nous craignons avec l'application normée, on va dire, du zéro artificialisation nette, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, on densifie un peu plus les villes, on prive les habitants des derniers rayons d'espace vert qu'il peut avoir. Je veux dire que quand on a été confiné à Paris, comme ça a été mon cas, je veux dire, autour de 1000 mètres autour de soi, pour la plupart des Parisiens, il n'y avait pas beaucoup de paysages, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut aussi penser, pas seulement aux normes, il faut penser aux habitants qui vont vivre ces normes, les subir, peut-être pour le dire. Et donc c'est une bonne idée, mais qui risque d'être mise en œuvre de manière insatisfaisante, parce qu'elle va être mise en œuvre de manière uniforme.
Et c'est maintenant que ça se joue, puisque c'est maintenant que ces sujets doivent être intégrés dans les PLU, dans les documents d'urbanisme. Et il faut faire preuve, peut-être il faut retrouver une vision de l'urbanisme avec un grand U, c'est-à-dire en penser aux villes, à la construction des villes, à l'équilibre des villes et aux habitants. Voilà, moi, je veux dire, les associations que nous représentons, nous avons en première ligne, bien sûr, le patrimoine, mais nous avons les habitants. Je veux dire, un patrimoine qui n'est pas vivant, c'est pas vraiment un patrimoine. Ce n'est plus tout à fait le patrimoine. Donc, c'est un débat assez technique qui commence, mais qui a des vrais enjeux. Gilles va certainement vous parler de l'enjeu CO2, du bilan CO2, parce qu'aujourd'hui on démolit des éléments du patrimoine ancien au nom de cette pression du zéro artificialisation nette pour remplacer par des bâtiments qui, du point de vue CO2, ne vont pas apporter une amélioration. Donc moi, l'association que je représente, on va défendre l'idée de laisser des espaces verts, même des espaces verts privés, vous voyez, que les habitants des grandes villes n'aient pas une vue complètement bouchée de tous les côtés. C'est très important. Nous sommes des grands défenseurs des jardins publics, des paysages. Voilà. C'est très important aussi. Donc, au nom d'une très bonne norme, au départ, on peut faire des choses qui ne sont pas très bien et c'est là-dessus que nous sommes vigilants. On est encore à temps d'intervenir. Le DPE, il faut revenir sur quelque chose qui n'a pas été bien fait. Là, il faut aider à construire quelque chose de bien. Alors, pour rebondir sur le ZAN, c'est comme ça qu'on l'appelle, on a dit qu'il était bien né, mais qu'il était perfectible. Le gros défaut du ZAN, il faut économiser effectivement de la terre agricole, c'est le but, c'est le côté vertueux du ZAN. Tout le monde ne peut être que d'accord. Mais aujourd'hui, on n'a pas pensé que tout le monde n'était pas dans la logique de conserver du bâti ancien. C'est une culture, le fait de vouloir conserver le bâti ancien. Ça suppose, on va dire, rien n'est inné en la matière. Ça suppose qu'on réfléchisse un peu. Ce n'est pas forcément le cas du promoteur lambda, on va dire, sans accuser personne, qui lui se dit donc je ne peux pas utiliser du sol agricole pour construire mon projet. Je vais donc aller chercher du foncier là où je peux le trouver, c'est-à-dire dans les quartiers déjà bâtis où il y a des bâtiments, patrimoine, ce qu'on appelle du bâti ancien. Et on peut raser le bâti ancien pour récupérer le foncier. Ça, c'est classique. Autrement dit, l'incitation du ZAN, aujourd'hui, tel qu'il est une incitation à chercher du foncier là où c'est autorisé, récupérer le sol. On ne va pas donc construire quelque chose qui est déjà existant, mais on va faire disparaître de la planète des bâtiments qui ne demandent qu'à vivre, en étant réemployés, en étant réinvestis, en étant, on va dire, réintégrés dans un projet. On peut tout à fait faire avec ces bâtiments, mais ça, c'est une culture. Et ce que je veux dire, c'est que le ZAN, il doit obligatoirement empêcher ce genre de résultat. Et aujourd'hui, alors ça c'est travailler sur le côté réglementaire, et c'est encore le travail des politiques. Madame Dressler en est consciente, je pense que c'est une tâche à laquelle elle va s'atteler, elle nous l'a dit. Alors on fait de la publicité pour Madame Dressler. Voilà, tout à fait. Oui. Non mais elle le mérite, parce que franchement, grâce à elle, notre message a été porté au plus haut niveau de la nation, hein, quand même. Et donc là, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les textes réglementaires. On a parlé du PLU. Il faudrait parler des OPH, et puis le ZAN fait partie de ces textes réglementaires qui doivent inciter à ne pas détruire de l'ancien. Si on fait le bilan, tout de suite on parle du bilan carbone, voilà. Quand on détruit de l'ancien, il faut savoir qu'en termes d'énergie grise, c'est un gâchis. Donc on va détruire de l'énergie grise, on va devoir en réinvestir en quantité extraordinaire pour construire quelque chose qui sera beaucoup moins durable que ce qu'on aura détruit. Et si on fait le bilan carbone de l'opération, il n'a rien de positif. Donc on n'atteint pas les objectifs qui nous sont donnés. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est que le mode de raisonnement que nous avons est un raisonnement qui n'est pas un mode de raisonnement économique, incluant tous les éléments économiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte de l'impact sur la planète. On fait des choses soi-disant, et je ne doute pas de la sincérité de la démarche de départ, au nom de la planète,
Mais si on fait le bilan socio-économique dans lequel on va intégrer les coûts pour la planète, les externalités, tout négatif, tout ça, on va s'apercevoir que le bon plan pour la planète, c'est de réhabiliter le bâtiment ancien, c'est de récupérer des bâtiments agricoles, c'est de récupérer des bâtiments industriels qui ont été faits dans des matériaux qui sont, je parle de bâtiments anciens, qui ont des matériaux issus de nature proche, et de matériaux qu'on peut reconstituer aussi avec des filières qui supposeront un certain soutien. Et que moi, plutôt que de faire des isolations à 1 euro avec des subventions d'État pour mettre du polystyrène sur des façades anciennes, je préférerais qu'on encourage ces filières qui sont des filières locales. Et là, c'est tout le travail de Maisons Paysannes de France que Gilles peut vous exposer. Alors ça se met en place, hein. Moi je suis un rural converti, bien que étant né par hasard à Paris, j'ai toujours rêvé de vivre ailleurs et à un moment donné j'ai franchi le pas et je suis content de l'avoir fait. Et donc je participe aujourd'hui à une dynamique de territoire. Les gens de nos territoires ont beaucoup d'idées. Et aujourd'hui, je travaille avec 2 communautés de communes dans mon département qui ont choisi de mettre en place une filière de chanvre. Alors c'est très intéressant parce que le chanvre, on connaît en Picardie. C'est un matériau qu'on a toujours travaillé. On a une culture de tissage. Les serges, les toiles, le lin aussi, c'est une région de liniculture, j'habite à 10 km d'une coopérative, enfin voilà, ce sont des matériaux que l'on connaît. Et aujourd'hui, on est en train de les décliner d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée. Pour autre chose, ça sert aussi à l'aliment, le chanvre, l'alimentaire. Donc là, ça va servir à l'amélioration des performances thermiques, comme je l'ai dit, de nos bâtiments anciens, et ça va aussi générer une activité de territoire. La relation entre les producteurs, les paysans qui se sont déjà organisés, qui vont produire donc de la matière, qui va ensuite servir à former de nouveaux métiers. Les artisans qui vont devoir les appliquer, qui vont devoir les vendre, les expliquer aux clients. Donc il y a toute une politique d'acculturation en général sur ces matériaux nouveaux qui sont tout adaptés au bâti ancien et à sa conservation. Et surtout des politiques économiques de mise en relation de la population locale. Et là, on est dans les circuits courts encore. Tout ce qui est, on va dire, indiqué dans les discours qui nous sont servis quand on parle d'écologie. Donc il n'y a pas que le béton et le parpaing, il y a le bois, il y a le chanvre, voilà. Et les générations qui nous ont précédés étaient peut-être pas si bêtes que ça, je veux dire, parce que le propre du patrimoine, c'est d'être durable. La preuve, c'est qu'il dure. Voilà, et s'il est arrivé jusqu'à nous, c'est qu'il dure. Il faudrait peut-être aussi, pour bien préparer l'avenir, il faudrait peut-être retenir quelques leçons du passé. Parfait, je vous propose de nous arrêter sur ces quelques mots. Merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Bonne journée juridique, en tout cas ça donne envie de participer. Eh bien, bienvenue aux journées juridiques. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez revoir cette émission ou découvrir nos autres sujets développés au cours du Forum du patrimoine sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. À bientôt.